Je me présente, Marie-Charlotte Roquebonnet. Je viens pour représenter le service d'affaires juridiques de la CNIL. Je suis en charge des questions de nouvelles technologies, dont le cloud. Donc tout d'abord, des remerciements très rapides à M. Durmot, qui est très efficace et très disponible. Alors, une petite remarque préliminaire, mais là aussi très rapide. L'intervention a été référencée sous le titre « Responsabilisation des entreprises informatiques dématérialisées et contrats à l'approche de la CNIL ». Rien qu'à la lecture du titre, moi je ne comprends pas moi-même de quoi je vais parler. Donc ça signifie que la présentation qui va vous être faite sera un petit peu réadaptée, déjà via ce PowerPoint, puisque bon, c'est tout à fait conventionnel et classique. J'aurai des propos qui seront un petit peu en marge ou des commentaires un petit peu plus officieux sur la présentation que je vous fais. Alors, là je vous fais grâce de cette présentation de la CNIL, puisque tout le monde la connaît. Peut-être juste un point que je vais souligner avec vous. Dans l'émission, effectivement, les PowerPoint que nous avions auparavant mentionnent le contrôle des fichiers. C'est un mot assez ironique, puisque depuis 2004 et la transposition dans la loi de 78 de la directive de 1995, on ne parle bien évidemment plus de fichiers, mais de traitement automatisé, ce qui est la raison pour laquelle d'ailleurs la CNIL est compétente en matière de cloud. Ce n'est pas les fichiers qu'on contrôle, c'est le traitement automatisé de données. Donc la CNIL en bref, 180 agents. On a gagné à peu près 80 agents en 7 ans. Voilà, pour vous dire quand même, nos missions ne cessent de se déployer. Et on ne contrôle effectivement plus les fichiers. Heureusement, on contrôle les traitements automatisés de données, ce qui nous permet d'être compétents, notamment en ligne. Alors là, c'était un bref rappel avec des chiffres, mais encore une fois, c'est parce que j'enverrai la version PDF du PowerPoint pour information à qui de droit. Un petit rappel, on arrive à imposer des CIL dans le milieu du cloud. Voilà, la sensibilisation à la loi, vous voyez sur le site internet, on a des fiches pratiques, on a des tentatives de résumé, les recommandations dont je vais vous parler qui datent du 7 juin 2012. Les CIL, on arrive à les imposer dans des grands leaders mondiaux du cloud, donc ça c'est quand même une belle avancée, donc ce n'est pas que théorique. Les formalités préalables, bah oui, c'est une grande question parce que dans le cloud qui par définition est transnational, est-ce que la CNIL a imposé des formalités et comment? La réponse est forcément oui, au titre des transferts de données à l'étranger, mais avec une certaine limite, un bémol, c'est-à-dire que nous n'avons une compétence que franco-française et il faut l'accepter. Des demandes de conseils sur des thématiques qui nous touchent tous, les Google Apps, les Gmail, etc., qui pour l'instant en fait donnent lieu à des réponses qui parfois bottent en touche, mais tout simplement parce que nous n'avons pas la matière. Et c'est un petit peu, peut-être d'ores et déjà je vais le faire, je vais vous donner la chute de mon intervention, comme ça effectivement on aura la substantifique moelle de ce que je souhaitais vous dire. Effectivement, la CNIL aujourd'hui a émis, le 7 juin 2012, une série de recommandations, 7, que je vais vous présenter très brièvement. C'était un jour après l'adoption de l'avis du G29 sur les BCR sous-traitants. C'était quelques semaines avant le 1er juillet, l'avis rendu par le G29 encore sur le cloud computing. Avant la communication de la Commission, avant l'avis rendu par le DPS. Bref, on s'est positionné assez tôt sur ce sujet. Et effectivement, en se positionnant assez tôt, on a essayé de faire des recommandations qui, à ce jour, n'ont que le terme, et je parle aux juristes, de recommandation au pluriel, et pas d'une recommandation au singulier, qui serait publiée sur Légifrance et donc opposable. Ça signifie que nous avons aujourd'hui un recensement des bonnes pratiques, que nous mettons à disposition et que nous encourageons finalement les sous-traitants et puis les clients à faire appliquer. Mais au sens juridique strict, normatif du terme, ça ne reste que des bonnes pratiques. Nous ne pouvons pas opposer juridiquement des recommandations qui sont simplement publiées sur le site de la CNIL et qui n'ont même pas été publiées sur Légifrance. Donc ça nous pose un petit problème. Et c'est là où je recoupe la première partie de la matinée. En fait, ce que la CNIL essaie de faire aujourd'hui, je disais quelles actions pour quels résultats. Les actions, c'est que très tôt, elle s'est emparée de cette question avec le souci de sensibiliser les acteurs avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets. Elle a donc adopté ces recommandations. Aujourd'hui, elle veut donner force juridique à ce qui n'est que des bonnes pratiques en adoptant une recommandation. Donc c'est un petit peu l'étape que l'on souhaiterait envisager à ce jour. Et comme l'a dit effectivement Nicolas Dubois juste avant, la CNIL participe, c'est la seule autorité européenne de protection des données qui participe à l'élaboration du fameux code de conduite que les industriels du cloud sont en train d'élaborer sous la tutelle de la Commission. C'est un document clé en termes de droit transnational par définition, éparpillé, peu clair, ambigu, etc. C'est donc un document clé sur lequel nous nous engageons pour aider
autant que faire se peut, les industriels à accoucher d'une proposition de document, d'un code de conduite. Donc, si vous voulez, le problème de la CNIL, c'est, pour aller au fond de la problématique juridique, c'est d'être en périphérie du contrat et d'essayer de rentrer dans le contrat par les parties. C'est-à-dire en disant, voilà quelles seraient les clauses que vous devriez mettre. C'est la raison pour laquelle nous avons créé des modèles de clauses. Voilà quelles sont les recommandations que nous avons. Mais bien évidemment, le cloud étant défini en substance par le contrat, nous ne pouvons y pénétrer que par le biais de la volonté des parties. Et on reste donc en périphérie des 1108 et 1134 du Code civil, avec une certaine frustration, mais du coup, une envie décuplée de pédagogie. Donc, le privacy by design, forcément, c'est une approche que nous avons. Et il faut savoir que, vu les enjeux du prochain règlement de protection des données, qui a été présenté par la Commission dès le 25 janvier 2012, avec les sanctions possibles, avec certaines dispositions, les articles 26, les articles 77, etc., qui sont très très lourdes juridiquement pour les prestataires cloud, il y a quand même une volonté de se rapprocher des autorités, et notamment de l'une des plus exigeantes, c'est-à-dire nous, pour voir ce qu'on pourrait faire, pour commencer à réfléchir dès la conception. Et le privacy by design, ça n'est pas une idée, un paradigme, c'est très concret, et il y a des intérêts économiques en jeu. Voilà, je vous fais grâce de tous les chiffres, ainsi que des sanctions administratives ou pénales qui sont susceptibles d'être infligées. Je rappellerai juste que le 226-17 du Code pénal sanctionne toute faille de sécurité, en tout cas négligence en termes de sécurité. Et je vais me permettre de faire une brève lecture de l'article 34 de notre loi qui prend toute sa valeur en termes de cloud. Et c'est un très beau ressort normatif pour nous, pour avoir une compétence qui sinon se raccroche difficilement à notre loi. Et je lis, le responsable du traitement, donc de qui parle-t-on, ça c'est une question effectivement centrale, est tenu de prendre toutes précautions utiles, et c'est là où nous, on a un vrai levier pour dire quelque chose, au regard de la nature des données, forcément, et des risques présentés par le traitement. Donc vous voyez qu'on a un petit peu ici un zoom sur ce qui nous permet, nous, d'avoir une porte d'entrée sur le cloud. Donc 226-17 du Code pénal. Il y a aussi le 226-22-1 qui sanctionne tout manquement par rapport aux déclarations des transferts. Ça, c'est un beau levier par rapport au cloud. Alors, quels sont les enjeux pour la CNIL ? Ils ne sont pas différents des enjeux traditionnels. C'est du SaaS, du PaaS, du IaaS, avec un accès par différents modules. C'est un poste informatique fixe, une tablette, un portable. Ce qui nous intéresse, et c'est là aussi où on a les limites de notre compétence, c'est qu'on a la fameuse exception domestique, l'utilisation domestique, le traitement des données à caractère personnel pour un usage exclusivement personnel. C'est l'article 2, alinéa 1 de notre loi. On a, à travers le cloud, oui, envie de s'adresser aux prestataires cloud via le traitement qu'il opère, mais c'est parfois plus compliqué de s'adresser à l'utilisateur final qui va pouvoir agir au nom de sa société. Et là, on peut effectivement se rapprocher de lui, avoir des exigences, mais souvent aussi à titre personnel. Et ça, si vous voulez, c'est une autre frustration de la CNIL, avoir un petit peu une pédagogie qui est extrêmement limitée, parce que tout simplement, vous, moi, qui utilisons tous les jours des services cloud, n'avons pas forcément le souci quotidien de tout faire pour protéger nos données. Et ça, c'est un autre levier qu'il faudra développer. Très très succinctement, ce qu'on a essayé de faire, les actions, c'est-à-dire comment rentrer dans le contrat sans pouvoir y accéder si ce n'est par les parties, c'est en donnant des outils aux parties pour prendre conscience et pour étayer leur volonté contractuelle. Donc effectivement, on a fait une consultation publique dès 2011, en fin d'année. Une synthèse a été dressée. Elle a permis, par exemple, de passer du champ lexical de la virtualisation à celui de la mutualisation, de voir que les BCR, c'était un outil qui était très très reconnu pour les transferts. Bon, quelques autres éléments, mais grosso modo, on a eu 49 contributions qui nous ont aidés, mais ça n'a pas été non plus une révolution dans ce que proposait la CNIL. Nous avons de ce fait, suite à la consultation, et je vous l'ai dit, essayé un petit peu avant tout le monde de déjà avoir une volonté pédagogique en ligne avec ces fameuses recommandations du mois de juin 2012. Nous avons forcément participé, et là, c'est vraiment un souci. Bien évidemment, dans le cloud, nous ne pouvons pas intervenir seuls. La CNIL n'est là que pour les résidents français, comme le disait Nicolas Dubois, même si on a cette stratégie de raisonner par ciblage des utilisateurs de services cloud, ce qui est déjà énorme, nous-mêmes, nous n'interviendrons que pour protéger les résidents français. Notre vraie force de frappe, bien évidemment, elle est dans le cadre du G29, avec les 27 CNIL européennes. C'est pour ça que la contribution aux avis, donc WP 195 sur les BCR processors et 196 sur le cloud computing, c'est là aussi que nous avons une force pédagogique qui est extrêmement forte et qui fédère.
l'ISO 2017, 27017 et 18. Ben, effectivement, là, on a la sécurité avec le 17, la sécurité et privacy avec le 18. On a forcément 2 experts en permanence qui essaient de faire passer le message. La participation à des groupes de travail du Cloud Security Alliance avec les Privacy Level Agreements, comme des Service Level Agreements, mais en privacy, donc des annexes au contrat qu'on prend de manière unilatérale. Et effectivement, bon, j'en remets une couche, nous sommes très très fiers et très heureux de participer à la réflexion sur le code de déontologie cloud. Là, je vous le passe, c'était effectivement la répartition des contributeurs à la consultation. Je vous ai déjà fait lecture de l'article 34, qui est pour nous un vrai levier, et je vous ai déjà fait mention d'une frustration qui est l'absence d'opposabilité juridique des recommandations de la CNIL à ce jour. Soyons clairs, hein, ça veut dire que quand on fait des contrôles, que nous observons certains manquements, nous ne pouvons à ce jour pas, dans la mise en demeure, sans aucun complexe, évoquer ces recommandations, puisqu'elles ne sont qu'informelles. Elles n'ont aucune valeur juridique, si ce n'est effectivement la force de régulation que l'on attend de la CNIL. En ce sens, on reste assez frileux aujourd'hui. Donc c'est une vraie question que celle de l'opposabilité juridique. Les objectifs des recommandations de la CNIL, forcément, c'est fournir des pistes de réflexion, proposer des outils pratiques, et puis informer les utilisateurs de leurs droits. Ça, je passe, on s'en fiche. Je ne vous explique pas plus le fait que, bien évidemment, on vise autant le cloud public que privé qu'hybride. Voilà. Et puis, je vais en arriver directement au cœur de la présentation, que je tâcherai de finir en 5 minutes. Alors, ce sont les 7 fameuses recommandations de la CNIL. Ces 7 recommandations, c'est du bon sens. C'est absolument idiot comme démarche, puisque c'est du bon sens appliqué au contrat. Et en même temps, ça a le mérite d'exister. Et pour les petites PME, puisque c'était un petit peu ça la cible, les PME qui recouraient à du cloud, et donc souvent du cloud gratuit, parce qu'il n'y a pas le budget pour avoir du cloud payant, et bien effectivement de leur dire voilà ce qu'on peut vous recommander et dans la mesure de vos moyens, ce que vous pourriez essayer de faire. Donc, première étape, c'est effectivement, vous les avez en ligne, hein, ces recommandations. Cartographier les données à caractère personnel, mettre dans le cloud. Par exemple, je vais faire du SaaS public sans aucun complexe si je veux faire un site internet, de la com générale, sans aucun traitement de données à caractère personnel ou sensible. Si je fais un traitement RH avec des données de santé, bah, il va mieux valoir pour moi que je fasse du IaaS privé. Hein. Je caricature à l'extrême, mais enfin bon, c'est essayer de cartographier un petit peu quels sont les dangers également par rapport à mes données. Le deuxième élément, deuxième étape, c'est quelles sont les exigences de sécurité technique et juridique à respecter absolument. Ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas que le niveau de sécurité qui est assuré par le prestataire cloud soit en deçà de celui qui est assuré par moi-même. C'est une évidence, mais enfin, le fait de contrôler cet élément-là, déjà, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi? Si je reprends, regardez, si je reviens en arrière, on a dit cartographier quelles données, pour quels risques techniques et juridiques. En fait, je parle déjà de la troisième étape, qui est l'analyse de risque vie privée. C'est-à-dire quelles sont les données, quels sont les impacts potentiels s'il y a une atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à l'accessibilité des données. Ça, vous voyez, c'est vraiment déjà, dans ces 2 premières étapes, on était en train de faire une analyse de risque. Vous avez peut-être vu, et pour ceux qui en auraient l'utilité, c'est extrêmement utile, 2 guides ont été mis sur le site de la CNIL, donc un guide en 2 parties depuis l'été dernier sur l'analyse de risque. Donc vous avez... on vous prend la main pour faire cette fameuse analyse de risque. Et effectivement, déterminer à la fin les mesures qui sont utiles pour protéger la vie privée. On suit la CNIL, on suit l'ENISA. Je souligne que c'est quand même les premiers en fait, à avoir fait un rapport sur les risques cloud en 2011. Et l'ANSSI, qui identifie bien sûr les risques. Par exemple, l'ENISA en a identifié 35. On n'a pas besoin de se creuser la tête, on choisit les risques qui nous concernent. 4e étape, on en arrive dans le choix du type de cloud pertinent, c'est ce que je vous ai dit. On va faire du SaaS public quand on n'a pas vraiment de gros dangers par rapport à la sensibilité des données. On va essayer de faire quelque chose soit de privé, soit qu'on développe, et c'est juste de l'infrastructure, quand on a des données sensibles. Bon, ben, c'est ce choix-là, cet arbitrage-là, la 4e étape. Ensuite, bien évidemment, une fois que j'ai choisi le type de service dont j'ai besoin, il faut que je choisisse le prestataire qui va me fournir ce service. Et évidemment, je regarde s'il a des garanties suffisantes. C'est là où je recoupe ma 2e question, ma 2e étape. La 6e recommandation, c'est de réviser la politique de sécurité interne, parce que ça a été évoqué ce matin. Le principe du contrat à la communauté d'intérêt, c'est de dire, bah oui, effectivement, en cloud, surtout en SaaS public, je ne vais pas être responsable de grand-chose sur la sécurité, on ne peut pas me reprocher grand-chose. En revanche, effectivement, si moi en interne, ensuite, je traite n'importe comment mes données, ça c'est de mon fait, donc effectivement, ça n'a aucun intérêt de faire toutes les étapes précédentes si ensuite je ne fais pas moi-même les diligences qui sont requises au titre de ma sécurité interne.
Et la 7e et dernière étape, surveiller les évolutions techniques et légales, c'est effectivement le hardship, etc. C'est-à-dire essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter, et s'il faut adapter, et le contrat et les diligences. Si je résume, parce que la frustration, effectivement, c'était contractuel, comment inciter les parties à mettre dans le contrat ce que nous, on a identifié comme étant un capital. Bien, les 3 premières étapes que je vous ai décrites, la cartographie, les exigences de sécurité et l'analyse de risque, c'est le pré-contractuel, ce qu'il faut faire avant. Les 2 étapes suivantes, on est dans le choix des modèles et l'évaluation du prestataire, dans le contractuel. C'est là où on va le mettre par écrit dans le contrat. Et les 2 dernières étapes, c'est le post-contractuel qui va préparer à réinitialiser rebooter sur un nouveau format de contrat. Donc, d'une certaine manière, c'est en ce sens que je vous dis c'est informel parce que c'est pas du tout assumé par la CNIL, mais on voit bien, enfin officiellement je veux dire, on voit bien qu'on essaie d'avoir prise sur le cloud via le contrat. Enfin, on n'a pas d'autre prise de toute manière qui soit efficace sur un cloud qui n'est pas franco-français, et par définition le cloud ne l'est que très peu. Alors, le défi contractuel, comme je l'ai dit pour les parties, peut-être, c'est les 2 derniers éléments que je vous donne en titre de conclusion, même si c'était des parties que j'aurais souhaité développer. Pour nous, aujourd'hui, bien évidemment, si le levier, c'est le contrat, la question centrale, en termes informatiques et liberté, c'est qui est responsable de traitement, qui doit assumer la responsabilité en cas de perte de confidentialité des données, d'indisponibilité, de manque de transparence, etc. Tout ça, ça s'articule autour de la seule notion de responsable de traitement égale client du prestataire ou responsable de traitement égale prestataire cloud. Eh bien, effectivement, la présomption initiale que nous avions en 2011, qui tend à évoluer bien sûr, c'est que le prestataire, comme ça a été dit avant, n'est que sous-traitant. Le prestataire cloud, historiquement, si on revient un petit peu à la préhistoire de notre conception du cloud, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de différence et qu'un prestataire reste un prestataire. Article 35 de notre loi, c'est de la sous-traitance. Voilà. En même temps, effectivement, on a eu le soin dès 2011 de dire attention, on doit renverser cette présomption via un faisceau d'indices. Les faisceaux d'indices, en général, ils confirment qu'il n'y a pas effectivement de responsabilité de traitement unique du client et que le prestataire cloud, en général, assume une très forte part de responsabilité. Premier critère, le niveau d'instruction que le client peut donner au prestataire cloud. Si je suis en ligne sur des contrats de SaaS public, il n'y en a pas. L'absence de pouvoir de contrôle, effectivement, ça va de pair avec le premier élément, c'est-à-dire je ne peux pas, même après signature du contrat, contrôler quoi que ce soit, en réalité. Je signe uniquement des offres standardisées, voilà. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée à mon contrat. J'ai le même contrat que tout le monde. Et c'est un contrat d'adhésion, donc sans négociation, ça a été suffisamment rappelé. Bref, vous voyez que si on est sur une démarche qui est vraiment honnête, on verra que dans la plupart des cas, bien sûr, la présomption est renversée et qu'on a une co-responsabilité de traitement telle qu'elle est visée dans le projet de règlement communautaire. Et ça, c'est vraiment cardinal. Les 24, 26, 30, 31, 32 sont des articles absolument cardinaux pour le cloud computing dans le projet de règlement. Donc cette notion de responsabilité conjointe, pour finir ce petit élément, c'est absolument inédit en France. Hein. La loi de 78, et à ce jour, ne nous permet pas de retenir de responsabilité conjointe. Nous n'avons à ce jour jamais instruit un dossier en responsabilité conjointe. Et le seul élément, la seule illustration que je peux vous donner pour dire que quand même on accepte le fait qu'elle existe, c'est les prestataires d'hébergement de données de santé, qui sont soumis à un décret très exigeant depuis 2006, bien plus exigeant que ce qui est exigé dans le cloud. Et bien effectivement, ces prestataires de données de santé, ils ne sont donc que sous-traitants. Et pourtant, on a admis de facto une responsabilité conjointe parce qu'on est allé les contrôler. On est allé contrôler ces prestataires alors qu'ils ne sont que sous-traitants et on les a contrôlés en leur nom et non au nom du responsable de traitement. Donc vous voyez qu'on essaie de faire cette gymnastique, mais c'est un petit peu compliqué. Les défis techniques, je passerai. Effectivement, le nœud logique et vraiment procédural pour nous, c'est l'analyse de risque complète aujourd'hui. Vous ne ferez aucune erreur si, quel que soit le dossier, quelle que soit la thématique, soit de la biométrie, de la RFID, du cloud, etc., vous préconisez une analyse de risque, puisque c'est effectivement aujourd'hui le centre de notre logique. Donc je passe tout ce que j'avais identifié comme risque de sécurité. Et finalement, j'en arrive, je crois, à la dernière diapositive, avec le défi essentiel de l'encadrement des données de transfert, puisqu'effectivement, comme je l'avais déjà souligné, la CNIL s'inscrit dans l'action du G29, elle s'inscrit dans une volonté de faire un petit lavage de cerveau discret des co-contractants, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous de permettre une sécurisation du contrat. Elle essaie aussi d'intervenir
avec la pédagogie spécifique au transfert, puisque de toute évidence, on passe de transferts ponctuels qui étaient totalement encadrés par des clauses contractuelles, justement parce que les transferts étaient ponctuels, à des transferts structurels et permanents. Et c'est là où l'instrument que la CNIL, en tout cas, s'est battu pour développer en termes donc, de responsable de traitement et qui s'est développé à partir du 6 juin 2012 pour les sous-traitants, les BCR, les Binding Corporate Rules, ça c'est quelque chose, en fait, un instrument en lequel on croit vraiment. Bien évidemment, on attend l'adaptation des clauses contractuelles par la Commission pour que ce soit plus adapté au cloud. Et finalement, pour conclure, le regard de la CNIL aujourd'hui sur le cloud, c'est nous avons totalement conscience d'être une plus-value économique. C'est-à-dire que les grands leaders mondiaux viennent nous rencontrer, faut le dire clairement, je ne dirais pas les noms, mais les plus grandes enseignes viennent nous voir. Nous, CNIL, donc autorité française, pourquoi? Parce qu'effectivement on était assez rapidement sur le sujet, parce qu'on a essayé aussi de communiquer très fort, et parce que surtout en fait c'est un petit peu comme en biométrie, le degré d'exigence de la CNIL donne une plus-value qualitative aux contrats qui sont proposés par ses prestataires. Et de ce fait-là, le marché étant assez concurrentiel, c'est quand même, on est, comment dire, le pompon, on est en tout cas objet de convoitise pour avoir un avantage qualitatif et concurrentiel. Et nous ne sommes pas dupes, donc nous rentrons dans une phase de négociation, d'échange, mais sans être pris à notre propre jeu de la pédagogie. Voilà, merci beaucoup.